C'était une journée comme les autres dans la ville, ou du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Le soleil, encore haut dans le ciel, projetait une lumière douce et dorée sur les bâtiments, déformant les ombres dans une danse paresseuse. L'air était lourd, empli de chaleur estivale, et les bruits de la ville semblaient presque familiers et réconfortants. Le vrombissement des moteurs, les klaxons ponctuant la tranquillité de l'après-midi, les pas pressés des gens se mêlant aux conversations éparses. Les voitures avançaient à une vitesse modérée, tout comme les piétons, absorbés dans leur quotidien, marchant sur les trottoirs comme des acteurs d'une scène bien répétée. Mais ce jour-là, un événement allait bousculer cette tranquillité apparente, un accident brutal qui allait non seulement détruire une voiture, mais aussi perturber les vies de tous ceux qui se trouvaient dans l'ombre de cet instant tragique. Ahmed, un homme d'une quarantaine d'années, venait de quitter son bureau après une longue journée de travail. Directeur d'une fondation bien connue dans la ville, il était une figure respectée dans sa communauté. Son travail était centré sur l'intégration des populations immigrées, et son approche humble, toujours en retrait, lui avait valu le respect des leaders communautaires, mais aussi des gens du quotidien qui voyaient en lui une figure de changement et de paix. C'était un homme réservé, préférant observer le monde autour de lui plutôt que de se laisser emporter par la frénésie de la vie urbaine. Mais derrière son apparente discrétion se cachait une détermination inébranlable à améliorer les conditions de vie des autres. Ce soir-là, alors qu'il roulait tranquillement sur l'avenue, ses pensées étaient ailleurs, perdues dans les défis de son travail et les espoirs de faire avancer ses projets. Il n'avait pas remarqué que la voiture derrière lui, une berline noire, roulait beaucoup plus vite que la normale, zigzaguant légèrement entre les autres véhicules. Le temps sembla suspendu pendant une fraction de seconde. Puis, soudain, la voiture perdit totalement le contrôle. Ce qui se passa ensuite parut irréel. Le bruit assourdissant de la collision déchira le silence comme une déflagration, fracassant l'air et projetant des débris de verre éclatés. Ahmed sentit la violente secousse qui fit tanguer son véhicule, avant qu'il ne soit projeté contre un lampadaire. L'impact fut si brutal que sa vision se flouta instantanément, et la douleur, intense, se répandit dans tout son corps. La carrosserie de sa voiture se déforma sous la violence de l'accident. Le monde autour de lui devint flou, comme si le temps lui-même s'était figé. Son cœur battait fort, mais ses pensées se firent vagues. Puis, tout s'éteignit. Les premiers secours arrivèrent rapidement. La sirène d'une ambulance perça la tranquillité de la rue, suivie de près par la présence d'autres véhicules de secours. Le chaos commença à se former autour du lieu de l'accident. Les passants, figés de stupeur, observaient la scène avec une curiosité distante, mais personne ne s'avança immédiatement. Ahmed était inconscient, la tête reposant contre le siège, son visage pâle et marqué par le choc. Avant même que les ambulanciers ne puissent commencer à porter secours, un policier arriva sur les lieux en trombe. L'agent Dupuis était un homme d'une quarantaine d'années, connu dans le quartier pour sa présence imposante et son tempérament colérique. Sa réputation était ternie par des rumeurs persistantes de comportements racistes. On parlait souvent de ses jugements rapides, de ses réflexions stéréotypées sur les gens qu'il croisait dans son quotidien, particulièrement les personnes d'origine étrangère. Il était l'archétype du policier qui voyait le monde en noir et blanc, sans chercher à comprendre les nuances. En arrivant sur place, Dupuis se précipita hors de son véhicule, ses bottes résonnant sur le bitume comme un écho de son propre manque de patience. Il détestait ces scènes d'accident, ce genre de chaos qui le forçait à se confronter à la fragilité humaine, une réalité qu'il préférait ignorer. Mais ce jour-là, tout semblait plus lourd que d'habitude. En se dirigeant vers la voiture accidentée, son regard se porta d'abord sur les débris éparpillés sur la chaussée, des morceaux de verre brisés, des bouts de carrosserie déchiquetés et un éclat de métal tordu. Le silence lourd de l'après-collision flottait autour de lui. Son esprit, toujours tendu, chercha immédiatement une raison de se rassurer, de se dire que tout cela était dû à un simple imprévu. Puis, son regard s'arrêta sur Ahmed. L'homme était assis dans son siège, inconscient, sa tête penchée contre la vitre brisée. Ses yeux étaient fermés, son visage marqué par la violence de l'impact. Le sang, à peine visible sous la lumière pâle du crépuscule, s'était répandu sur son front, accentuant la gravité de sa blessure. L'immobilité de l'homme semblait presque irréelle, comme si le temps s'était arrêté autour de lui. Mais pour Dupuis, cette scène n'évoquait rien de plus qu'un autre accident parmi tant d'autres. Ce n'était pas un homme, c'était un immigré. Il observa Ahmed avec le dédain habituel qui teintait ses pensées racistes, un jugement hâtif qu'il appliquait à chaque personne qui ne ressemblait pas à lui. Ses yeux se posèrent sur la couleur de sa peau,
sur les traits caractéristiques qu'il associait immédiatement à un stéréotype. Il n'eut même pas la décence de s'assurer de l'état de la victime avant de se laisser emporter par ses pensées. Le policier s'agenouilla près de la voiture, faisant un geste brusque pour s'approcher de l'homme. Sans une seconde d'hésitation, il lança sa phrase, presque comme une habitude, une insulte qui ne nécessitait pas d'être réfléchie. « Sale arabe » murmura-t-il, sa voix basse et pleine de mépris. Ce n'était pas un simple juron, c'était le reflet d'une haine profonde, nourrie par des années de préjugés qui définissaient la façon dont il voyait le monde. Il ne savait pas pourquoi cet homme avait été impliqué dans l'accident. Il n'avait même pas pris la peine de regarder la scène dans son ensemble. Pour lui, c'était suffisant. Un arabe était toujours suspect, toujours inférieur, toujours lié à quelque chose de négatif. Il était un obstacle dans son propre récit de monde, un récit où les gens comme lui étaient supérieurs et où les autres étaient de simples éléments perturbateurs. Ce qu'il ignorait cependant, c'était que cette insulte allait provoquer une série de révélations qui bouleverseraient non seulement sa propre vie, mais aussi celle de nombreux autres autour de lui. Pendant ce temps, les secours arrivèrent en trombe. Les ambulanciers, habitués aux accidents, prenaient immédiatement les choses en main. Ils évaluèrent la gravité de la situation en quelques instants, leurs visages se fermant sous le poids de la réalité. Ahmed était dans un état critique, sa respiration faible et irrégulière, son pouls difficile à détecter sous les doigts pressés des secouristes. Il fallut les efforts combinés de plusieurs d'entre eux pour extraire Ahmed de son véhicule, le stabiliser et l'emmener en urgence à l'hôpital. La sirène de l'ambulance s'éteignit dans le lointain, emportant avec elle les derniers vestiges de cet instant de brutalité. Rapidement, la nouvelle de l'accident se répandit dans la ville comme une traînée de poudre. Ahmed n'était pas un homme inconnu. Non, il était au cœur de nombreuses initiatives qui façonnaient la ville depuis des années. Dès l'instant où ses proches et collègues de la Fondation commencèrent à s'inquiéter, ils découvrirent la vérité derrière cet accident. Ils apprirent que celui qui gisait sur une civière, inconscient, était l'un des hommes les plus influents et respectés dans le domaine de l'humanitaire. Ahmed avait dédié sa vie à des causes sociales vitales. Il était l'un des fondateurs de la Fondation pour l'égalité des chances, une organisation qui, depuis plus de 10 ans, travaillait à l'intégration des jeunes issus de quartiers défavorisés. Il avait mis sur pied des programmes pour l'éducation des enfants, pour la réinsertion des jeunes adultes, et avait lancé plusieurs projets visant à briser les barrières sociales qui divisaient les quartiers de la ville. Sa réputation, pourtant discrète, était immense. Ahmed n'était pas un homme qui cherchait la gloire ou l'attention. Il se tenait souvent en retrait, laissant ses actions parler pour lui. Mais derrière ce silence, son travail avait transformé des vies. Son nom était respecté dans les cercles politiques et communautaires, et son influence s'étendait bien au-delà des frontières de sa propre communauté. Il avait construit des ponts entre les populations, et les gens le connaissaient comme un défenseur de la paix, un homme de principe et de dignité, qui avait toujours prôné la justice sociale dans un monde trop souvent polarisé. La nouvelle de l'insulte proférée par l'agent Dupuis se propagea comme une traînée de poudre, frappant la communauté arabe de la ville avec la force d'un choc électrique. Pour cette communauté déjà fragilisée par des années de marginalisation et de discrimination systématique, ce fut un affront supplémentaire, un rappel brutal de la réalité dans laquelle ils vivaient. L'intolérance et la haine n'étaient pas simplement des idées abstraites, elles se manifestaient dans les actions quotidiennes, même dans celles des représentants de l'ordre censés protéger tous les citoyens. La stigmatisation qu'ils subissaient, les violences verbales et physiques qu'ils avaient endurées, tout cela semblait se concentrer en une seule phrase lâchée par Dupuis. « Sale Arabe ». Cette insulte était plus qu'une simple déclaration. Elle était le reflet d'une mentalité profondément ancrée dans une certaine partie de la société qui refusait de voir les autres comme des égaux. Mais ce n'était pas seulement la communauté arabe qui réagit. Au fil des heures, des voix se firent entendre de partout, parmi les citoyens de tous horizons. Des militants des droits civiques, des jeunes issus de quartiers populaires, des intellectuels, et même des membres de la classe politique commencèrent à dénoncer l'attitude raciste de Dupuis. Ce n'était plus simplement une question d'insulte lancée à un homme inconscient sur le bord de la route. Ce que l'incident mettait en lumière allait bien au-delà. C'était un reflet des mentalités profondément enracinées au sein de certaines branches des forces de l'ordre, des préjugés qui formaient une partie invisible mais puissante de leur quotidien. La question qui se posa n'était plus seulement celle de l'individu, mais de l'institution elle-même. Comment une telle mentalité pouvait-elle se répandre au sein de la police, un corps censé incarner l'impartialité et la justice? Les témoignages de personnes qui avaient été témoins de l'incident commencèrent à circuler, et les médias s'emparèrent rapidement du scandale. Les journalistes, en fouillant davantage dans l'histoire d'Ahmed,
firent le lien entre l'insulte raciste et la réputation de l'homme. C'est alors que la véritable ampleur de l'affaire se fit jour. Ahmed n'était pas un simple inconnu, comme l'avait supposé Dupuis. Il n'était pas un « arabe », de plus dans une société trop souvent divisée par des lignes invisibles mais tenaces. Ahmed était un homme dont les actions avaient changé des vies, un défenseur acharné de l'égalité des chances, un fondateur d'une organisation humanitaire qui œuvrait sans relâche pour l'inclusion des communautés marginalisées. Son travail avait apporté des solutions concrètes à des problèmes qui touchaient des milliers de personnes dans la ville. En insultant Ahmed, Dupuis n'avait pas simplement méprisé un homme, il avait offensé un pilier de la communauté, un homme dont l'intégrité et la dignité avaient inspiré un grand nombre. L'enquête interne qui s'ensuivit ne tarda pas à faire surface. Les supérieurs de Dupuis commencèrent à examiner son passé, et ce qu'ils découvrirent les alarma. Dupuis, loin d'être un simple loup solitaire dans son comportement, semblait incarner une forme de racisme systématique qui s'insinuait à tous les niveaux de son travail. Ses collègues commencèrent à témoigner contre lui, certains relatant des incidents passés où il avait fait preuve de partialité, de préjugés évidents envers des personnes d'origine étrangère, voire même des cas où il avait appliqué une violence excessive à des suspects qu'il considérait comme différents. La pression autour de Dupuis monta rapidement. Mais ce qui allait vraiment le mettre dans une situation intenable, c'était l'attention que l'affaire attira des plus hauts échelons de la ville. Le procureur général, qui avait toujours soutenu la fondation d'Ahmed, n'eut pas de mots assez forts pour condamner l'attitude de l'agent. Il connaissait le travail de la fondation depuis des années, ayant participé à plusieurs événements organisés pour promouvoir l'intégration des communautés immigrées. Le procureur savait que l'impact d'Ahmed était profond, non seulement dans les quartiers où il œuvrait, mais aussi dans les couloirs du pouvoir où il avait, par son travail, ouvert des portes pour des réformes sociales. L'humanité et la dignité qu'Ahmed prônait n'étaient pas seulement des idéaux abstraits, mais des principes vivants qui se reflétaient dans des actions concrètes. Il n'était pas question de laisser cette attitude raciste impunie. L'affaire attira également l'attention de plusieurs activistes et défenseurs des droits de l'homme qui s'étaient battus toute leur vie pour une justice véritable, égalitaire et inclusive. Ils exigeront des excuses publiques immédiates de Dupuis, ainsi qu'une réévaluation de son comportement et de son influence au sein des forces de l'ordre. Mais plus que cela, ils réclamaient une réforme profonde dans la manière dont la police gérait les relations avec les communautés marginalisées. Ce n'était pas simplement l'humiliation publique de Dupuis qu'ils voulaient, c'était une chance de repenser le système, de remettre en question les biais raciaux qui, au fil du temps, s'étaient incrustés dans les pratiques policières. Le procureur général ne se contenta pas d'exprimer son indignation. Il prit des mesures concrètes. Il fit appel à une commission d'enquête indépendante pour évaluer les comportements racistes au sein de la police. La pression sur Dupuis devint insoutenable. L'enquête sur ses actions, sur son passif, mena à des révélations accablantes. Ce qui avait commencé comme une simple insulte se transforma en une affaire nationale qui exposa au grand jour des problèmes bien plus vastes, des problèmes de discrimination systémique et de racisme institutionnel dans les forces de l'ordre. Les jours qui suivirent l'incident furent marqués par une intensification des manifestations et des rassemblements. Des milliers de citoyens, issus de toutes les communautés, se levèrent pour exiger justice, mais aussi pour dénoncer un système qui, depuis trop longtemps, avait permis à des préjugés raciaux de s'infiltrer dans les institutions publiques. Le nom d'Ahmed, jusque-là confiné à son cercle de proches, devint rapidement un symbole de résistance et d'espoir pour tous ceux qui, comme lui, avaient souffert du racisme et de l'injustice systémique. Les affiches brandies par les manifestants portaient son visage, mais aussi des slogans puissants, « Non à la haine, oui à la justice » et « Ahmed, le héros de notre ville ». Ces messages, d'abord impulsifs, prenaient un sens profond. Ahmed n'était plus juste une victime d'un accident, mais le catalyseur d'un mouvement bien plus grand. Le mouvement qui s'ensuivit se structura progressivement, prenant la forme d'une prise de conscience collective. Chaque rue, chaque quartier, chaque rassemblement semblait être un appel à la transformation. Les voix des citoyens s'élevaient dans une solidarité inédite, rassemblant des individus de tous horizons, de toutes couleurs et de toutes croyances. Ce qui avait commencé par une injustice personnelle contre Ahmed se transforma en une dénonciation de la violence institutionnelle et du racisme systémique. Les discussions, animées dans les cafés, les écoles et sur les places publiques, se concentrèrent sur la nécessité de réformes dans les forces de l'ordre, mais aussi dans la société dans son ensemble. Les manifestants ne se contentaient pas de demander des excuses, mais exigeaient des mesures concrètes pour que ce genre d'incident ne se reproduise plus. Pendant ce temps, Dupuis, qui avait cru pouvoir se cacher derrière son uniforme, se retrouva confronté à la réalité crue de ses actions.
L'enquête interne fut rapide et sans appel. Des témoins évoquèrent d'autres incidents dans lesquels Dupuis avait fait preuve d'attitudes racistes, des remarques blessantes à l'égard de personnes d'origine étrangère, et même des abus de pouvoir lors de contrôles. Ses collègues de travail, certains réticents à prendre la parole, furent finalement poussés à témoigner. Dupuis avait souvent exercé une autorité excessive, sans aucune empathie ni respect pour les droits des citoyens qu'il était censé protéger. Il n'avait pas simplement fait une erreur isolée, il était un produit d'un système qu'il avait nourri et entretenu avec ses propres préjugés. Il fut suspendu immédiatement de ses fonctions, mais la peine qu'il ressentait n'était rien comparée à la prise de conscience qu'il allait devoir affronter. La société l'avait désigné comme un bouc émissaire, mais plus encore, il se retrouva face à la vérité de sa propre haine. Ce fut là que débuta un long processus de rééducation et de remise en question. La suspension ne signifiait pas seulement un arrêt de travail. Elle marquait le début d'un chemin difficile de transformation personnelle. Dupuis fut contraint de suivre des programmes de sensibilisation sur les préjugés raciaux, de participer à des ateliers de réconciliation et de dialogue avec les communautés qu'il avait blessées. Cela fut long, ardu et empli de résistance intérieure. Au début, Dupuis refusait de comprendre la portée de ses actions. Mais peu à peu, au contact de ceux qu'il avait méprisés, il commença à voir les choses sous un autre angle. Il écouta les témoignages de personnes qui avaient été victimes de discrimination. Il comprit qu'il ne pouvait pas simplement effacer ses préjugés en un instant. Le chemin de la rédemption n'était pas simple, mais il commença à en saisir les contours. Ahmed, lui, se remit lentement de ses blessures physiques. Mais ce qui le marqua le plus, c'était la prise de conscience de l'impact de cet accident sur la société. Lorsqu'il sortit enfin de l'hôpital, il retourna à la tête de sa fondation, non seulement pour continuer son travail humanitaire, mais aussi avec une nouvelle perspective. L'accident qui avait failli lui coûter la vie ne le définissait plus. Ce n'était pas l'homme blessé que les gens venaient soutenir. C'était le symbole d'une lutte plus large contre l'injustice. Ahmed, qui avait toujours œuvré dans l'ombre, devint, par la force des événements, une lumière guidant la ville vers un avenir plus équitable. L'impact de son engagement allait bien au-delà de sa simple présence. Ses actions, sa vision d'un monde plus juste et plus inclusif, résonnèrent plus fort que jamais. La souffrance qu'il avait vécue servit de tremplin à une prise de conscience collective. Son exemple incita de nombreuses personnes à s'engager davantage dans des causes sociales et politiques. Il ne se contenta pas d'être un survivant, il devint un acteur du changement. L'un des plus grands légataires de son combat fut la fondation qu'il avait bâtie, désormais plus puissante que jamais. Elle reçut de nouveaux financements, et son travail fut mis en lumière à une échelle nationale. Quant à Dupuis, le chemin qu'il suivit après cet événement marqua un tournant. Il avait appris à travers cette épreuve qu'une vie brisée par des jugements hâtifs pouvait en réalité mener à une transformation plus profonde, à condition de l'accepter. Le poids de ses actions pesait sur lui, mais il savait qu'il n'aurait jamais l'occasion de réparer totalement le mal qu'il avait causé. Cependant, il s'efforça de changer, petit à petit, en devenant un exemple pour d'autres policiers, en suivant des formations continues, en se mettant au service de la communauté dans des programmes de sensibilisation à la diversité. En fin de compte, cette histoire ne fut pas uniquement celle de l'affrontement entre un homme blessé et un policier raciste. C'était l'histoire d'une ville qui, à travers la douleur et la confrontation, parvint à regarder en face ses failles et ses injustices. Et bien que Dupuis n'oublierait jamais ce qu'il avait fait, il comprit que parfois, la transformation personnelle, même si elle était lente et difficile, pouvait être le premier pas vers une société plus juste et plus ouverte.